Allô, allô, c'est Karine du blog Mon Coin Lecture et aujourd'hui, en ce 25 novembre, je vous fais mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge que j'ai réussi hier soir. Je sais pas si vous vous souvenez, sinon je vais mettre la petite vidéo ici ou là, je sais jamais. Bref, je m'étais fait une belle pile avec plein d'idées par catégorie. Puis ensuite, j'ai changé d'idée parce que c'est ma vie, hein, changer d'idée. Et j'ai décidé de considérer mon challenge comme réussi quand j'aurais lu un ouvrage par catégorie. Donc, il y avait 3 menus, 4 catégories par menu, donc une douzaine d'ouvrages. Bon, en fait, ça fait un petit peu plus que ça, là, mais vous allez voir. Et avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce, ça fait toujours extrêmement plaisir et ça nous encourage à continuer à dire des niaiseries en vidéo. Si je me rappelle bien, et ça a sonné bizarre, si je me rappelle bien, j'avais choisi 16 ouvrages en tout. Sur les 16 que j'avais choisis au départ, j'en ai lu 12, puis j'en ai rajouté. Parce que oui, c'est pas interdit de faire fitter les trucs dans les catégories par la suite. Donc, on va y aller une catégorie à la fois. Ça fait combien de fois que je dis le mot catégorie? C'est pas grave, on continue. Donc, premier menu automne frissonnant, je suis Médée Vieux Crocodile, où on devait lire quelque chose qui avait rapport avec polar, thriller, trahison, horreur, bref, tout ce genre-là. J'avais dit que je lirais Le problème à 3/4 de Liu Cixin parce qu'il y a vraiment full trahison là-dedans. Tout le monde se trahit, on ne sait jamais ce qu'il pense. Et j'ai lu les 2 premiers tomes, mais j'en suis aux 3/4 du 3e. C'est génial. Je pense que j'en avais parlé l'autre fois. Hein. C'est vraiment excellent comme hard SF. Je dirais pas où ça s'en va parce que moi j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir le premier tome sans savoir de quoi ça allait parler. Mais là on est rendu hyper loin. Il y a une imagination par rapport à la technologie, par rapport à l'évolution de l'humanité. C'est capoté. J'adore ça. Il y a un beau départ dans le tome 2, je me suis dit, oh boy, ici nous avons la vision masculine de fantasme de ce que devrait être une femme, mais oui, mais ça finit par finir. Une chance. Mais c'est une trilogie que j'adore, c'est palpitant. Je l'écoute en audio. En tout, ça doit faire 100 heures d'audio, puis je me tanne pas. Et là, il m'en reste plus beaucoup, mais je le fais durer parce que c'est trop bien. J'adore ça. J'avais dit que je lirais le livre de M, que j'ai pas lu, mais que je vais lire un jour, parce qu'il me tente encore, mais je l'ai pas lu pour ça. Et dans cette catégorie-là, j'ai rajouté Atmore, Alabama de Alexandre Sevico. Et ça, c'est la faute à Séverine de Il est bien ce livre qui en a parlé, puis qui a dit « Lisez-le, 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 c'est capoté ». Je l'ai lu et c'est vrai que c'est capoté comme roman. C'est sombre, c'est poisseux, l'atmosphère là-dedans, c'est impressionnant. C'est un roman qui est très très court, je pense qu'il y a 160 pages, mais il réussit dans ces 160 pages-là à nous transporter ailleurs et à nous amener dans un monde étrange, sombre, oppressant. C'est un professeur qui arrive de France dans la ville de Atmore, Alabama, et dans cette ville-là, il y a une prison où il y a un Green Mile. C'est comme ça qu'ils disent ça? Autrement, Stephen King sort de ce corps. Bref, il y a des condamnés à mort qui attendent pour la peine de mort. C'est un homme qui est désespéré. On va apprendre un peu pourquoi à travers le roman. Et on dirait qu'il est attiré toujours vers cette prison-là. Il va rencontrer 2 femmes qui sont engluées dans ce petit monde clos. Tout ce qu'il y a de push aux États-Unis, là. C'est raciste, c'est xénophobe. L'horizon est extrêmement limité. Puis quand tu nais là, c'est vraiment difficile d'en sortir. Et il va se créer quelque chose entre ces 3 personnages-là. Peut-être parce qu'il semble que la détresse du personnage est encore pire que la leur, mais c'est capoté. C'est un voyage assez extraordinaire. La fin. On est plusieurs à l'avoir lu, on n'est pas tous sûrs d'avoir la même interprétation, mais c'est pas juste ça qui est important dans ce roman-là. Il y a tellement plus, c'est pas long, sérieux, allez-y. Catégorie polar, j'ai aussi lu Le jour où Kennedy n'est pas mort. Et là, je l'ai. Je vais aller chercher, ça va m'éviter de faire du montage. Donc, Le jour où Kennedy n'est pas mort, qui s'appelle Three Bullets en anglais, et c'est R.J. Ellery qui l'a écrit. Pour mettre le collier, ça me fatigue. R.J. Ellery avait écrit il y a quelques années un roman qui s'appelle A Quiet Belief in Angels, dont j'ai oublié le titre en français, mais je vais le mettre en quelque part. Et ce roman-là, par son atmosphère, son ambiance, il m'avait viré de bord. Du coup, maintenant, quand il sort un autre roman, j'essaye toujours. Puis là, en plus, ça part du principe que Kennedy, il s'est rien passé à Dallas le fameux 12 novembre. Il est encore en vie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Golden Boy il aurait été réélu? Est-ce que les choses auraient viré autrement? Est-ce qu'il a la réputation qu'il a maintenant? Et d'un autre côté, on a un journaliste photographe
qui enquête sur la mort d'une ex-compagne à la demande de la mère de cette compagne-là. Puis bien entendu, mais tout ça, ça va être un petit peu entremêlé. C'est vraiment pas mon préféré de l'auteur. J'ai aimé ça, j'ai passé un bon moment, c'est distrayant. L'idée de base, elle est assez capotée. Mais j'ai eu quand même un peu plus de difficulté à m'immerger dans l'histoire. L'ambiance était moins prégnante, était moins prenante aussi. Donc c'était bien, c'est agréable, ça se lit tout seul. Vraiment, là, si vous voyez, là, ça a l'air épais, mais ça se lit vraiment tout seul. C'était pas mal, mais mon préféré, c'est vraiment Quiet Billy Angels. C'était vraiment bien. La deuxième catégorie, les chimères de la Sylve Rouge, où il fallait lire un truc de vampire, gothique, créature de la nuit. Alors moi, j'avais misé au départ sur le gothique avec Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Moi, ça m'en prend pas gros pour avoir peur. Hein. Là, j'ai pas eu tant peur que ça, mais j'ai l'impression que c'est ce qui va revenir dans cette vidéo-là. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère. On est dans les années 50, au Mexique. On a une jolie petite papillon socialite mexicain qui est appelé par sa cousine qui a marié un aristocrate anglais qui vit dans un village minier quand même dans les montagnes au Mexique et qui semble pas bien aller du tout. Est-ce qu'elle a un problème de santé mentale? Est-ce que la famille la tient prisonnière? Qu'est-ce qui se passe? Donc, avec les meilleures intentions du monde et l'idée que, parce qu'elle est elle, tout le monde va lui manger dans la main, notre Noémie, parce que c'est son nom, arrive là et va arriver dans une espèce de manoir étrange où on peut parler seulement anglais, qui est mené par le patriarche, qui est un individu, mais odieux, qui a des idées de suprémaciste. Et on a aussi la fille de cet individu-là qui est comme la gouvernante de la maison puis qui la traite comme une enfant. Donc, elle se retrouve pognée là-dedans, elle a de la misère à partir, elle veut sauver sa cousine. Alors, c'est toute cette histoire-là qui a une ambiance très, très, très gothique, en effet. Donc, moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment aimé ça. Bon, j'avais vu venir le truc, là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Puis, je passais mon temps à m'imaginer les robes de la fille. C'est une robe des années 50 à la sauce Mexique, bref. C'était cool. J'avais dit que je lirais Vera de Elisabeth von Arnim, que je n'ai pas lu. Je l'ai, ça doit faire 15 ans. Je le lis jamais, on dirait que... Je sais pas. On dirait qu'il me fait peur. Puis il y a plein de monde qui me disent qu'ils n'ont pas aimé ça. Je l'ai pas lu. Mais j'ai lu Les Cousines Vampires, qui est une bande dessinée québécoise qui est publiée chez Pawpaw. Et là, si vous avez envie d'un truc de type série B, noir et blanc, des années 50, avec des faux cris, des pancartes « Ah !» qui sortent, là, ben c'est tout à fait ça. On a une jeune fille qui est encore une fois appelée dans un manoir par sa cousine Frédéric. On ne sait pas trop pourquoi elle l'appelle, mais elle avait passé là le plus bel été de sa vie quand elle était jeune. Elle arrive au village et est obligée de demander son chemin. Et là, tout le monde dit « Ah, mon Dieu, la maison de la mort! » Et là, tout est à l'ail. Bref, c'est hyper évident. Le but, c'est vraiment pas de trouver ce qui va se passer. C'est super clair, mais c'est de rire des références, puis c'est de voir comment tout ça, ça va virer. Donc, moi, j'ai adoré l'idée, mais j'en aurais pris plus, par exemple. J'ai trouvé ça vraiment pas assez long. J'aurais aimé que ça aille plus loin, surtout à la fin, j'aurais aimé voir, là, qu'est-ce qui va arriver après tout ça. Mais j'ai ri, c'était drôle. Catégorie Les supplices de la belladone. J'avais dit que je lirais The Custom of the Country de Edith Wharton. Je l'ai pas lu, c'est sûr. Mais, j'ai lu 2 romans avec une couverture presque noire. J'ai donc lu École pour filles d'Ariane Lessard. Je vous en ai parlé un petit peu dans ma vidéo de présentation pour Québec en novembre parce que je vais vous en parler en novembre, donc je vous en parle pas maintenant. Et puis je viens de réaliser que la bande dessinée dont je viens de vous parler, j'aurais pas dû vous en parler non plus. C'est pas grave, on va me répéter. Et j'ai aussi lu le premier tome de la Scholomance, c'est comme ça que ça se prononce. Bref, A Deadly Education de Naomi Novik. Il me semble que mon accent était bise. C'est un roman jeunesse, mais grand jeunesse, là, parce que c'est gore un peu, des fois. C'est de la Dark Academia, mais c'est pas Hogwarts ici, là. On a des jeunes qui sont doués de pouvoir et qui doivent aller dans cette école-là pour apprendre à se défendre, parce que dans le monde, ils vont se faire bouffer, carrément, par des monstres. Il y en a des monstres dans l'école, mais un peu moins. Et le but, c'est d'en sortir vivant. On dirait que l'école aide les monstres à bouffer les étudiants. Donc, le but, c'est de graduer. Et une fois que tu as gradué, il faut comme que tu traverses un hall d'entrée plein de bébites puis que tu réussisses à sortir. Les étudiants ne peuvent pas relâcher leur garde, pas une seconde, parce qu'ils vont se faire zigouiller, dans le vrai sens du terme. Et notre héroïne, c'est un peu une outcast. Elle a une malédiction sur la tête et en plus de ça, elle, son affinité, c'est avec les espèces de sortilèges qui détruisent tout. Fait que si elle se laisse aller, elle va tuer tout le monde, en fait.
On a un personnage qui est hyper cynique, hyper désagréable. Elle aime personne. Elle voit les gens selon ce qu'ils peuvent lui apporter. Elle est vraiment dans un mode stratégie. C'est-à-dire que les relations, du moins au début de l'histoire, c'est pas ça, là. On n'est pas là-dedans, pantoute. Fait que des fois, ses commentaires, c'est pas toujours classe. Et ça commence qu'elle se fait sauver la vie par un de ses camarades de classe. Et ça la fait foutument chier. On va les suivre pendant pratiquement une année dans cette école-là. Et personnellement, je suis restée en haleine, même si le rythme... ça commence hyper bien. Et là, on a une partie qui est beaucoup plus lente. Ça fait info dump un petit peu. Il y a beaucoup d'informations qui sont données pour être capable de comprendre ce monde-là. Puis c'est pas nécessairement simple. Puis à la fin, il y a beaucoup plus d'action. Donc le rythme qui est pas régulier, moi, ça m'a pas dérangé. J'ai bien aimé ça. Je vais lire la suite parce que je me demande le comment du pourquoi de la fin. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une espèce de controverse sur ce roman-là. Il y a plein de gens qui disent que c'est hyper raciste. Ça, c'est ce que j'ai lu ensuite sur des blogs anglophones. Moi, du haut de ma tour d'ivoire de petite blanche qui vit dans un milieu très privilégié, il y a peut-être 2 trucs que j'avais dit, oups là, comment ça va passer? Et tout ça, c'est dans les pensées d'un personnage qui est hyper désagréable et qui juge quand même beaucoup les gens. En effet, ça a été call-out par plusieurs reviewers, mais il y a tout un autre côté qui était beaucoup plus global que moi, j'ai pas du tout vu, et que même en y pensant, j'ai de la misère à le voir encore, mais bon. Qui suis-je pour juger? Catégorie Esprit es-tu là? Une histoire de fantôme, une histoire de famille, une histoire de secret de famille. J'avais dit que je lirais Cette maison de David Mitchell, et je l'ai lu, ce roman avec la couverture la plus magnifique du monde entier. Sincèrement, je ne l'ai pas, je l'avais emprunté à la bibliothèque, je pense que je vais me l'acheter parce qu'il est trop beau. C'est chez Alto, puis des fois, Alto, ils font des couvertures de la mort qui tue, c'en est une. Donc, c'est un très court roman qui m'a encore une fois beaucoup plu. C'est un roman choral, en fait. On est d'une petite ville en Angleterre et dans une étrange maison qu'on semble ne pas trouver tout le temps. Il se passe des drôles de choses. Il y a beaucoup de gens qui disparaissent. Et on va retrouver plusieurs personnes qui ont eu à aller dans cette maison-là, qui rencontrent des gens plutôt particuliers. Et c'est quand même un peu freak. Donc, moi, ça m'a plu. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une imagination assez incroyable en dessous de ça. Et j'ai vu ensuite qu'il y avait un autre roman de l'auteur qui était un peu lié à ça. Fait que maintenant, je vais le lire. Dans les histoires de famille, je viens de finir en fin de semaine The Majesties de Tiffany Tsao, qui est une autrice américaine, mais qui a vécu en Indonésie pendant longtemps. Et ça se passe en Indonésie, dans une riche famille de l'Indonésie. Le roman commence d'une façon incroyable. C'est une personne qui est dans son lit d'hôpital, qui ne peut pas parler, qui est pris dans son corps, mais qui se souvient que sa sœur, sa confidente, la personne à qui elle faisait le plus confiance, a empoisonné tout le monde lors de la fête d'anniversaire de leur grand-père, et qu'elle, elle est la seule survivante. Donc, on va être dans sa tête alors qu'elle se rappelle le passé pour essayer de comprendre pourquoi sa sœur a pu faire ça. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle avait occultées? Qu'est-ce qui a bien pu arriver pour amener sa sœur là? C'est un roman qui n'est pas très long, je pense qu'il fait 276 pages. Il m'a quand même semblé plus long que ça, parce qu'il y a des bouts, encore une fois, le rythme c'est assez inégal. Et ça part sur un coup, bang! Et là, ça ralentit, ça se passe d'époque en époque. Il y a beaucoup de personnages qu'on découvre petit à petit, mais peut-être que justement, pour avoir le temps de vraiment bien les connaître, bien les découvrir, mieux comprendre qu'est-ce qu'ils représentaient, ben, j'aurais peut-être eu besoin de plus de pages. Mais j'ai trouvé ça long. C'est dur à comprendre mon affaire, hein? Même moi, je suis pas sûre que je me comprends. La finale, ça passe ou ça casse. Moi, je me suis dit, ah, d'accord, c'est là qu'on s'en va. J'ai trouvé ça pas mal. Et j'ai surtout appris sur des situations que je connaissais pas. La vie des riches chinois en Indonésie, le fait qu'il y avait une révolte populaire des personnes insulaires contre les Chinois en 98 et que bizarrement, c'est pas les riches là qui ont été vraiment appris là-dedans, c'était les Chinois pauvres, c'est là qui avaient le dépanneur, pas les milliardaires. Et tout ça, c'est quelque chose que je connaissais pas. Et ça réussit à aborder la problématique du racisme d'une façon différente. Il y a un bout où on est aux États-Unis, il y a un bout où on est en Indonésie, et là, on parle des stéréotypes à propos des Chinois qui sont vraiment différents quand même. Et c'était vraiment intéressant de voir comment c'était traité, et moi, je connaissais rien de tout ça. Donc, cette partie-là, c'était cool. Sur la réalisation du roman, bon, c'était bien, mais je suis pas sûre que ça va être mémorable non plus pour moi. On verra dans quelques mois. J'ai 25 minutes de rush, puis j'ai un menu. Tout va bien aller! On va mettre un petit arc-en-ciel. Deuxième menu, automne, douceur de vivre. Et la première catégorie, c'était « Il fait un temps épouvantail »
Là, il fallait que ça parle de l'automne, de l'Halloween. Bon, moi, j'avais rien, en fait, qui faisait vraiment automne, qui faisait vraiment Halloween. Fait que j'ai lu Lucy in the Sky de Pete Fromm parce que la couverture était orange. Je sais. Mais, c'était vraiment super bien. Sérieux, je l'ai commencé à 8h hier soir, puis je l'ai fini, il devait être 2h du matin, je l'ai pas lâché. C'était vraiment excellent. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman comme ça, qui est en plein cœur de l'Amérique, qui est très américain, très la petite vie, dans un petit village où l'avenir est quand même limité. C'était topissime. Sérieusement, Pete Fromm, je le connaissais pas, c'est la première fois que je lis quelque chose de lui, mais maintenant je veux tout lire parce que j'ai vraiment aimé ça. C'est l'histoire de Lucy. Lucy, on la connaît, elle a 14 ans au début du roman. Elle vit dans une famille qui est quand même assez dysfonctionnelle. Ils l'ont eu très très tôt. Sa mère, c'est une magnifique jeune femme, début de trentaine. Et son père, il est bûcheron, donc il vient vraiment pas souvent. Il vient quelques semaines par année parce que le reste du temps, il travaille au Canada ou peu importe. Donc, elle vit avec ça. Elle aurait vraiment voulu que son père reste. Elle se dit que peut-être que si elle avait été un garçon, elle aurait pu garder son père. Elle n'est pas parmi les filles populaires à l'école. Elle a un meilleur ami, Kenny, avec qui elle joue depuis qu'elle est toute petite. Et on va la voir pendant à peu près 2 ans. Et c'est une vraie histoire de passage à l'âge adulte, de la découverte de sa féminité, la découverte de sa sexualité, la découverte du monde, en fait, dans ce contexte-là qui n'est pas toujours facile, quand on n'a pas tous les repères qu'on devrait avoir. Lucy, elle est hyper attachante. Elle prend pas toujours des bonnes décisions, elle se laisse un peu mener, elle est très adolescente. Puis en plus, les modèles qu'elle a, c'est comme des modèles qui sont particuliers. Donc elle a une vision de ce qui est la vie, de ce qui est l'amour, de ce que ça peut être, de ce que ça peut pas être, qui est très biaisée. C'est hyper bien écrit, c'est criant de vérité et j'ai adoré cette histoire-là. Catégorie siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Avec. Non, pas de guimauve, en tout cas. Celui-là. Où il fallait aller avec quelque chose qui était romance, feel good, enfance, cocooning. J'avais dit que je lirais Les Roses Fauves de Carole Martinez. J'ai commencé, j'ai pas fini. Fait que je vous en parlerai en décembre. J'ai aussi lu Le Goût de l'élégance de Joanne Seymour, qui est le roman d'une reconstruction, mais où il y a des belles relations d'amitié, puis il y a un petit côté feel-good dans tout ça. Je vais vous en parler en novembre. Et j'ai aussi lu 3 tomes de Boys Love Métamorphose, BL Métamorphose, qui est un manga, qui est choupinou comme tout, et je l'ai pris pour la couverture au départ, mais il y a vraiment un côté feel-good aussi dans tout ça. C'est l'histoire d'une jeune fille qui trippe sur les boys love en manga et qui travaille dans une librairie et un jour va arriver dans cette librairie-là une vieille dame qui va en prendre un au hasard comme ça va être un boys love et elle va tripper. Et il va se nouer une relation entre les deux, une amitié qui est vraiment intergénérationnelle autour au départ d'un manga, il y a un côté fangirl là-dedans que j'ai vraiment aimé. Et on a la jeune fille qui va apprendre à prendre sa place graduellement. C'est choupinou, j'aime ça. C'est pas un coup de cœur de la mort qui tue, là, mais j'ai passé un excellent moment avec ces 3 tomes-là. Je me doute d'où ça s'en va, mais je vais continuer à le lire quand même. Catégorie, fafnir ton assiette, sinon pas de piécette. Je la ris encore. 2 mois plus tard, je la ris encore. Bref, il fallait avoir des créatures fantastiques, des mythes, le petit peuple, la féerie et tout ça. Donc moi, j'avais choisi de lire Des œillets pour Antigone, parce que le mythe d'Antigone, vous voyez, c'est de Charlotte Bousquet, et c'était excellent. Une excellente surprise. C'est une réécriture très très lousse et très très moderne du mythe d'Antigone. Et on a un peu 3 versions d'Antigone de façon différente. On a un petit côté réalisme magique aussi dans tout ça. On a l'histoire d'une jeune fille de nos jours dont la sœur est décédée. Elle s'entendait pas super bien avec sa sœur. Son meilleur ami est atteint du sida. Et à un moment donné, elle va récupérer le journal de sa sœur puis un genre d'artefact étrange. Et elle va décider de partir à la recherche du secret de famille, où on va retourner plusieurs années en arrière, se promener à travers tout ça. C'est beau, c'est extrêmement émouvant, c'est triste aussi. Ça nous amène en Espagne, ça parle de secret de famille, de mythe d'Antigone certes, mais de malédiction. Vraiment, il faut essayer. C'est cool. C'est young adult. Dans cette catégorie-là, j'ai aussi mis Hollowpox de Jessica Townsend. C'est le 3e tome de la série Nevermore que j'adore. Puis je l'ai mis là-dedans parce que créature fantastique, il y a un méga chat là-dedans. Un Magnificat. Et j'en veux un. Bon, elle n'a pas l'air commode à tous les jours, mais j'en veux un. Parce que il me semble qu'un chat qui est plus intelligent que moi, je serais capable de cohabiter.
vu que j'aurais pas besoin de m'en occuper. Cette série-là, elle est toujours aussi chouette. Bon, c'est peut-être le tome que j'ai le moins aimé dans les trois. Je vous en parlerai pas en détail, parce que ça serait vraiment spoiler les deux autres d'avant, puis ben les choses se révèlent tellement bien. La découverte du monde, on découvre moins dans celui-là, c'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé ça, mais dans le premier puis dans le deuxième, c'est foisonnant. Il y a toutes sortes de créatures, toutes sortes de mythes, toutes sortes de magie. Et dans ce tome-là, on est dans des intrigues un petit peu plus politiques. On a aussi Morrigan qui commence à développer ses pouvoirs et qui est encore pris avec un certain méchant qui semble encore vouloir lui faire toutes sortes de choses. J'en dirai pas trop, mais c'est une série, je pense qu'elle a 8 tomes, puis je suis vraiment contente parce que je veux pas qu'elle arrête. Dans les séries jeunesse, c'est vraiment quand même assez jeunesse, là. J'ai tellement hâte que mes neveux soient rendus à la lire, c'est top. Le problème avec mes neveux, c'est que quand tu nairas une fille, ils veulent pas lire. Fait que je vais attendre ma nièce. Catégorie A Window to the Past, où il fallait parler de sorciers et sorcières ou SFFF en général. Moi, j'avais choisi Vita Nostra de Sergei et Marina Diachenko, que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Je suis dans un trip Dark Academia ces temps-ci. Même si c'est un roman qui plaira pas à tout le monde parce que la fin est étrangissime, c'est sur le thème de la métamorphose, c'est vraiment pas clair, on apprend en même temps que le personnage qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, puis sincèrement, on l'apprend pas vite parce qu'elle non plus l'apprend pas vite. En fait, à un moment donné, elle se retrouve prise à faire des tâches presque sous la menace. Et là, elle se retrouve prise à aller dans une université, dans un fin fond de la Russie perdue. Elle arrive là, elle ne sait pas ce qu'elle va apprendre, les cours qu'elle prend, ça a l'air complètement n'importe quoi. Les étudiants ont l'air vraiment bizarres. Et peu à peu, on va comprendre. On ne comprendra pas tout, mais on va comprendre. C'est probablement une métaphore du passage à l'âge adulte, des choix qu'on fait, des choses qu'on laisse derrière. C'est une vraie métamorphose. L'écriture est particulière. Parce que c'est pas simple, mais des fois, les phrases sont quand même assez courtes, assez hachées. Mais moi, j'étais tellement dedans, j'étais vraiment pris dans cette école-là, dans cette atmosphère-là, dans la tête de ce personnage-là qui, à un moment donné, on ne sait pas si elle est encore tout à fait saine d'esprit. Et c'est un livre qui m'a fascinée. J'ai eu de la misère à en sortir, j'étais vraiment dedans. J'avais aussi dit que je lirais Rebel Angels de Leva Bray, qui est un tome 2. Je l'ai pas lu. Je me rappelais plus du 1, fait que ça me décourageait de trouver un résumé sur le tome 1, parce qu'il est vieux, genre ça fait 15 ans que c'est sorti, fait que trouver un résumé bien spoilant du tome 1 pour savoir qui était qui, je trouve ça compliqué. Puis, ce temps-ci, il y a trop de choses compliquées pour se compliquer la vie. Voilà. Troisième menu, l'automne des enchantresses. Et là, je viens d'avoir une allergie, je sais pas quoi, fait que là, checkez-moi les yeux. En plus de mes cernes, j'ai les yeux rouges. C'est fantabuleux. Donc, les rêves d'aurore, où il fallait parler de militantisme ou de LGBTQIA+. J'avais dit que je lirais Nickel Boy de Colson Whitehead, que je n'ai pas lu parce que je ne l'ai pas trouvé. Je suis persuadée que je l'ai en e-book, mais il est disparu dans la mer des e-books. Tu sais, moi, j'ai trouvé le moyen de perdre une bibliothèque au complet. Fait qu'imaginez un e-book. C'est encore plus petit que des lunettes, ça. Sauf qu'on peut pas le serrer dans le frigo. J'ai comme pas d'idée où le chercher. Bref, je l'ai pas trouvé. J'ai fait entrer dans cette catégorie-là le Mammouth de Pierre Sanson parce qu'il y a quand même un petit côté militant, un petit côté revendicateur, ça dénonce certaines choses. Je vous en parle pour Québec en novembre parce que c'est québécois. Et j'ai lu les 4 tomes du manga Le mari de mon frère, pour la catégorie LGBT, bien entendu, que j'ai beaucoup aimé. C'est une série en 4 tomes et c'est l'histoire d'un homme qui élève sa fille presque tout seul et qui un jour reçoit en visite le mari de son frère jumeau qui est décédé. Le frère, pas le mari. Sinon, ça serait fantôme, puis c'est pas ça. Et là, arrive ce mec-là, qui est un Canadien, bâti comme un bûcheron, mais pour de vrai, qui a une façon de faire hyper différente, des manières hyper différentes, et qui débarque au Japon, où la vision de l'homosexualité est quand même différente d'ici, d'après ce que je peux voir dans le manga. Et on voit cette arrivée-là par les yeux du frère, du beau-frère, et de sa fille, qui voit ça avec un regard complètement frais, sans préjugés, puis qui n'a jamais entendu parler de ça, qui pose les questions, mais que c'est comme « Ah bon? » Et t'as l'autre côté, le frère, le personnage principal, qui lui pensait avoir bien réagi à tout ça, mais qui réalise d'une certaine façon que, oh, puis il y a plein de préjugés, et qui est sensible à beaucoup de choses, qui a de la difficulté à considérer toutes ces personnes-là comme une famille, et c'est de voir la différence entre les deux, la façon de réagir. J'ai trouvé ça
vraiment bien fait. Il y a aussi un côté clairement éducatif, c'est-à-dire que tu as le personnage du beau-frère qui explique certains termes, qui explique certains concepts, mais c'est mis complètement à part. Fait que si tu connais, t'es pas obligé de lire cette partie-là, fait que c'est pas gossant. Mais c'est vraiment bien fait, c'est émouvant, c'est vraiment chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Ça fait combien de fois je dis le mot vraiment? Parce que le mot vraiment, puis les... Je me fatigue tellement au montage, là, vous pouvez même pas vous imaginer. Catégorie les écailles de Mélusine, où il fallait parler de féminisme, de transformation, de métamorphose. Bon, comme vous pouvez vous imaginer, Vita Nostra, il aurait pu fitter là-dedans aussi. Mais le titre que j'avais choisi, c'est Le Livre d'Amérique de Mireille Gagné, qui est un roman québécois, donc je vous en parle pas tout de suite, qui m'a fait énormément réfléchir. Je l'ai lu, là, puis j'y ai pensé pendant 2 jours après. Puis la couverture est tellement belle, là, quand tu l'ouvres, on voit le livre au complet, bref. Je vous en parle pour Québec en avant. On a une femme qui se transforme un peu en lapin sauvage. Pour Sarah Bernard, Monstre sacré, il fallait lire du théâtre, quelque chose de graphique ou quelque chose dans quoi il y a de l'art. Bon, j'ai lu des trucs graphiques qui auraient pu aller là-dedans, bien entendu, et j'avais choisi de lire Ténèbres de Paul Kavzak. Dites-moi comment ça se prononce, s'il vous plaît. Je vais vous en parler surtout pour Québec en novembre, mais je l'avais choisi parce qu'il y avait un tatoueur chinois. Et oui, dans ce cas-là, la torture est élevée au niveau d'art. Moi, j'ai tripé. L'écriture, là, ça m'a fait tomber en bas de ma chaise. Mais c'est un roman qui passe casse. Mais bon, je vous en parle pas, je vous en parle plus tard. Dernière catégorie, finalement, Nausicaa de la Vallée du Vent, où il fallait parler de nature writing, d'écologie, de post-apocalyptique. Et moi, j'avais choisi L'avenir de Catherine Leroux, que j'ai pas ici parce que je l'ai prêté à ma maman, qui est un roman québécois, fait que je vous en parlerai pas tout de suite non plus. Une chance, j'ai des romans québécois, sinon ça durait 4 heures. Mais Catherine Leroux, elle a une plume qui est génialissime. J'ai tellement aimé ça. On a un côté post-apocalyptique, enfant sauvage, et c'est super chouette. J'avais aussi dit que je lirais Betty de Tiffany McDaniels. Je ne l'ai pas lu non plus, mais lui, je veux vraiment le lire. Vous m'avez tout dit qu'il fallait que je le lise. Je veux le lire, je vous jure, je vais le lire. Mais après Québec en avant. Ça fait donc le tour de mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge qui est réussi. I'm proud of myself. On n'est pas encore arrivé à l'Halloween, mais moi je suis déjà en train de magasiner des décorations de Noël. On dirait que j'ai besoin de gâterie cette année. Je vais essayer de monter ça à peu près cette semaine. Et là, ce qui s'en vient, dans mon mois de novembre, je vais parler vraiment ici de littérature québécoise. Je vais faire un bilan au milieu du mois, avec les choses qui ont paru sur le blog dans la première moitié du mois, et un bilan à la fin du mois avec le reste des trucs que je vais avoir lus ensuite. Puis, je vais peut-être essayer de vlogger mes lectures en novembre. Essayer étant le mot-clé ici. On va checker, au cas où j'aurai le temps. Let's try. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'automne, une bonne fin de challenge. Si vous ne m'avez pas trouvé trop plate et que vous êtes encore ici, ben, petit pouce, ça fait plaisir. Même vous abonner si ça vous tente. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine. Bye bye!